Info 243 au cœur de l'actualité. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Heureux de vous retrouver 48 heures après. Comme nous le disons toujours, l'impératif du retour de la paix, de la sécurité dans les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo est la priorité numéro 1 du gouvernement. Le président de la République a dit qu'il était prêt à donner de sa vie pour que la paix revienne dans cette partie du territoire national. Et nous, comme gouvernement, nous avons fait le choix de régler cette situation qui dure depuis 20 ans parce que nous sommes fatigués de voir des compatriotes mourir dans des conditions atroces. Nous ferons donc tout ce qui est en notre pouvoir, et c'est notre devoir, comme gouvernement, pour mettre fin à cette situation d'insécurité. Lundi dernier, nous vous avions dit que l'armée, les forces armées de la République démocratique du Congo travaillaient depuis quelques mois à la mutualisation des efforts avec l'armée ougandaise pour, d'une part, partager les renseignements et d'autre part, envisager des actions ciblées et concertées pour mettre fin à un ennemi commun. Et donc, au 29 novembre dernier, devant vous, je vous l'avais dit, que si il y a des forces spéciales de militaires ougandais entrent en République démocratique du Congo, nous viendrons vous le dire, et c'est ce qui justifie le briefing de ce soir. Vous avez suivi hier, dans la matinée, qu'il y a eu des tirs d'artillerie, des frappes sur des cibles qui ont été identifiées en République démocratique du Congo. Nos hommes étaient sur terrain, ils ont été appuyés par les forces armées de la République ougandaise. Parce que nous avons convenu ensemble de mettre fin à l'aventure des ADF, qui sont des Ougandais qui viennent de l'Ouganda, mais qui endeuillent de plus la République démocratique du Congo. En début d'après-midi, comme le requiert la stratégie militaire, après des opérations de frappe aérienne, il faut procéder au nettoyage. Nos forces armées ont été rejointes par les forces spéciales de l'armée ougandaise pour traquer ensemble en profondeur les forces négatives. Et le briefing de ce soir, nous aurons donc l'occasion d'y revenir. Le général Kasonga Mandra, le porte-parole de l'armée, aura l'occasion de vous dire ce qu'il en est. Et nous nous serons complétés par les commissaires supérieurs principales, porte-parole de la police, pour que nous tous, nous puissions avoir une même religion. Ici, avant de leur donner la parole, je tiens à rappeler que le terrorisme mondialement est combattu en coalition. Nous, République démocratique du Congo, nous ne pouvons pas rester en marge de cette dynamique mondiale parce qu'il faut des coalitions pour mettre fin. Et donc, nous comprenons les préoccupations, le crainte de certains de nos compatriotes à l'annonce de ces opérations. Nous les comprenons du fait du passé, mais nous avons fait le choix d'avancer parce que nous voulons faire de la région de Grand Lac une région pivot du développement en Afrique, et vous connaissez vous-même le rôle central que joue la République démocratique du Congo. N'oublions pas que le président Félix Antoine Tshisekedi est le président en exercice de l'Union africaine. Je vous passe donc la parole, mon général. Vous pourrez évidemment revenir sur le communiqué de forces armées de la République démocratique du Congo qui a été fait hier au terme de la journée. Comme ça, nous vous passerons la parole le moment venu pour discuter et avancer dans le cadre de cet exercice de transparence qui s'inscrit dans notre dynamique de changement de narratif. Mon général. Merci. Comme l'a si bien dit son Excellence, Monsieur le Ministre, votre armée est en train de faire le travail pour lequel elle est armée, c'est-à-dire protéger les populations, comme l'a si bien dit l'intégrité territoriale et l'indépendance nationale. Votre armée est en train de faire dans l'exécution de ses missions constitutionnelles. Elle a l'obligation de mener des actions sur l'ensemble du territoire, l'intégrité territoriale, et spécialement ou précisément
dans les endroits où la menace est identifiée et l'insécurité instaurée par les forces négatives. Spécialement ou précisément, vous l'avez suivi, dans les endroits, les forces armées de la République démocratique du Congo opèrent à l'est de la République, principalement dans le Grand Nord, dans la province du Nord Kivu. Vous l'avez suivi contre les forces armées démocratiques alliées qu'on appelle ADF, et également contre les forces supplétives locales, différents groupes Maï-Maï, qui, pour des raisons démocratiques obscures, soutiennent les forces terroristes ADF. Et pour cela, nous avions soutenu, ici le ministre l'a dit, que nous n'avions pas à vous signaler la présence des forces de défense de l'Ouganda à la date du 29, parce que nous menions des opérations comme nous les avions menées en 2014, 2016, 2018, en fonction de nos besoins, en fonction de les moyens logistiques que la République avait mis à notre disposition. La menace ayant évolué sur le terrain, après que nous ayons décidé, entre armées, de mutualiser des renseignements et des efforts, nous avons commencé, au regard des renseignements recueillis, nous avons commencé à attaquer des objectifs militaires bien précis. Et à ce niveau-là, nous avons bénéficié tard de l'appui en artillerie de l'armée ougandaise. Et ces troupes ougandaises ont rejoint les troupes spéciales, les unités spéciales congolaises à la frontière depuis la matinée. Et ces troupes, en ce moment précis, après qu'il y ait eu ces pilonnages systématiques des deux forces armées dans l'endroit appelé Kambi Yadjoua, en ce moment précis, rassurez-vous, ce n'est pas un village, c'est en pleine forêt, des endroits bien précis, des campements dans lesquels les campements érigés sur le territoire congolais dans le Grand Nord, en pleine forêt, par les terroristes ADF, pour se soustraire de nos renseignements, pour se soustraire de nos frappes. Nous avons localisé avec nos moyens technologiques, y compris l'appui des partenaires, nous avons localisé, et c'est ainsi que nous avons commencé à frapper ces endroits-là. Et après ces frappes, les troupes d'infanterie au sol sont entrées. La tradition militaire veut que, après qu'on ait frappé une cible, après qu'on ait bombardé un endroit précis, qu'on aille voir qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Est-ce qu'il y a des morts? Est-ce qu'il y a des blessés? Évidemment, parmi les ennemis, je souligne, il faudrait bien qu'on se mette d'accord, que ce n'est pas dans une ville, ce n'est pas dans un village, c'est dans la forêt. Et dans la forêt, vous entendez parler de Madina, vous entendez parler de Kambia Djoua, vous entendez parler de Totolik, et ainsi de suite. C'est des endroits en pleine forêt, ou alors dans le parc national. Et c'est là où l'ennemi, n'ayant pas la capacité de résister à votre armée, va se cacher. Maintenant, se mettant d'accord au niveau de l'appellation militaire, on dit tel endroit peut s'appeler X, tel endroit peut s'appeler Y, et on y va pour nettoyer, neutraliser et éradiquer de manière définitive l'ennemi, aussitôt que, ou en fonction des éléments de renseignement que nous avons en notre possession. Donc, nous sommes allés, Excellence, en compagnie de ces partenaires pour exploiter, c'est ça les termes, exploiter, c'est-à-dire voir ce que nous avons frappé, qu'est-ce que nous avons fait, donc est-ce qu'ils sont là,
Est-ce qu'ils ont été neutralisés ou détruits complètement? Et la prochaine étape, ce serait quoi? D'aller au-delà, poursuivre l'effort, de manière à aller dans les différentes directions, ou dans le sens où il y aurait des gens qui auraient échappé aux frappes et qu'on le poursuive, qu'on le neutralise, parce que c'est l'objectif à tout prix. Alors, je vais m'arrêter. Monsieur le porte-parole de la police, pour vos mots introductifs à cette conférence. Sans entrer dans la polémique, je voudrais tout simplement réaffirmer ici que le jour du 29 novembre 2021 à 18h, lorsque nous étions en train de tenir le point de presse relatif, il n'y avait aucun élément de force spéciale de l'Ouganda sur le sol congolais. Je répète, il n'y avait aucun élément de force spéciale ougandaise sur le sol congolais le 29 novembre 2021 à 18h. Qu'est-ce qui s'est passé? Je répète, nous avions, vous et nous, les politiques, les faiseurs d'opinion. Nous avions fait beaucoup de bruit sur la présence, qu'est-ce qui s'est passé? Des troupes ougandaises sur le sol congolais. Et cela a mis une sourdine du côté des ennemis terroristes d'Isabelle. Et qui, au moyen de leurs supplétifs, ont voulu vérifier l'information pour dire qu'est-ce qui se passe au-delà de la frontière de la RDC et à l'intérieur de la frontière de la RDC par rapport à leur bastion. Se trouva au niveau tout près de l'Ouganda. Alors qu'ils ont la certitude que l'attaque était imminente. Nous étions le 29. À 4 h du matin, du 30, tout près de l'Ouganda, on a vu par les drones, nos drones, que des colonnes des ADF commençaient à vider les bivouacs pour progresser vers l'Ituri. Devant l'évolution de la menace, l'artillerie est entrée des colonnes en jeu pour pilonner et empêcher la progression, arrêter la progression de cette colonne des ADF. Et comme le journal venait de le dire, ça ne sert à rien d'avoir l'appui en artillerie, ni la couverture aérienne, si au sol il n'y a pas un dispositif d'infanterie. C'est alors que, pour nettoyer, ça ne sert à rien vérifier s'il n'y a pas quelques ennemis qui agonisent encore. Si au sol il n'y a pas un dispositif, on vient faire le nettoyage. C'est alors que les contrôles, cela explique que maintenant il y a cet appui s'il y a des forces spéciales, quelques ennemis qui agonisent encore. Une précision de taille. Et je me suis posé la question, Excellence, de savoir, en cas de résultat négatif de l'état de siège, qui serait le grand perdant? Une précision de taille. C'est vrai que ce sera la population qui sera perdante. Mais en pareille circonstance, en cas de résultat négatif de l'état de siège, ce qui m'étonne, c'est que, au lieu que des politiques arrivent à mettre de côté les divergences, en pareille circonstance, pour se mettre ensemble, ce qui m'étonne, c'est que, et défendre les causes de la nation jusqu'à ce qu'il y ait extinction de la menace, arrivent à mettre de côté les divergences, comme cela se fait ailleurs partout au monde. Mais ici, les politiques, avec les faiseurs d'opinion, font un effort pour décourager le moral des militaires au front. Ils font un effort
les politiques pour vanter les prouesses des tueries de l'ennemi. Font un effort. Il faut un effort pour décourager les morales, pour militaires au front, annoncer une fin tragique de cet État. Pour vanter les prouesses des tueries de l'ennemi. Alors, je me suis dit, certainement la mutualisation du renseignement et des forces, une fin tragique pour neutraliser l'ennemi. Alors, fait tache d'huile quelque part, c'est-à-dire, je me suis dit, les groupes armés locaux du renseignement et des forces qui sont alliés aux ADF terroristes, ils ont compris, Excellence, que la mutualisation des forces et de renseignement avec les armées locaux, les armées ougandais, qui sont alliés, étaient le début de la fin de l'aventure. Ils ont compris, Excellence, sur les sols congolais. Voilà pourquoi par le mécanisme de transfert, tous les autres supplétifs qui sont à l'intérieur du pays, comme au-delà des frontières, sur les sols congolais, ont commencé à s'agiter. Le transfert, tous les autres supplétifs qui sont, pour preuve, à l'intérieur du pays, comme je vais vous donner juste une déclaration de quelqu'un ont commencé à s'agiter, qui s'appelle Moussa Baloukou. Je vais vous donner juste une déclaration. Qu'est-ce qu'il a dit de quelqu'un qui s'appelle une vidéo qui a été publiée dans le Moudjahidine TV le 18 septembre 2020. Il dit ceci. Qu'est-ce qu'il a dit Moussa Baloukou, qui est le chef actuel des ADF, une vidéo qui a été... C'est une étude de Moudjahidine TV, l'université George Washington, qui a paru en mars 2021 sur l'État islamique en RDC Congo. Qu'est-ce que Moussa dit Baloukou? Il n'y a plus d'ADF. Selon la volonté d'Allah, les ADF ont cessé d'exister il y a longtemps. Actuellement, nous sommes une province, la province de l'Afrique centrale, qui est une province parmi les nombreuses provinces qui composent l'État islamique, qui est sous le calife et le chef de tous les musulmans. Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, qui est une province parmi les nombreuses provinces qui composent l'État islamique. Excellent, je suis en train de sous le calife et le chef de tous les musulmans. Abu Ibrahim, un Congolais, ne poussez pas de dire des pères et mères, un Congolais, ce ne vient pas des mots, accepterait-il qu'un Ougandais vienne au Congo installer une province islamique? Moi je crois, Excellence, un Congolais, si les Congolais avaient conçu cette histoire, ils prendraient le bâton, même à bâton, nous allons nous ranger en fil de bien pour aller chasser cet homme. Voilà, Excellence, les mots introductifs que j'ai pensé vous donner cet instant. Merci beaucoup, Monsieur le porte-parole. Avant d'ouvrir les questions, je voudrais, en accord avec la technique, revenir sur une vidéo qui a abondamment circulé hier et qui, malheureusement, a été abondamment relayée sur les réseaux sociaux et qui prétendait que les forces ougandaises étaient déjà en République démocratique du Congo. En accord avec la technique, on va regarder la vidéo. Et qui, malheureusement, a été abondamment relayée sur les réseaux sociaux et qui prétendait que les forces ougandaises étaient déjà en République démocratique du Congo. En accord avec la technique, on va regarder la vidéo. Et qui, malheureusement, a été abondamment relayée sur les réseaux sociaux et qui prétendait que les forces ougandaises, disant que les forces ougandaises étaient en République démocratique du Congo. La veille, lundi, nous vous avions dit que nous viendrons vous dire en toute transparence ce qu'il en était. C'est ici les lieux de remercier ceux d'entre vous qui nous accompagnent, parce que finalement,
tel que le général l'a dit, c'est une affaire qui concerne le pays. Il faut faire attention à toutes les formes de manipulation qui passent essentiellement par les réseaux sociaux. Nous, comme gouvernement, nous sommes conscients de la gravité de notre choix. Nous l'assumons devant le peuple et nous l'assumerons parce que nous pensons sur la voie qui peut nous permettre de ramener la paix. Et donc aujourd'hui que les forces spéciales travaillent en profondeur, il y a des risques parce que les méthodes connues des ADF, c'est des méthodes terroristes. Nous voulons appeler nos populations de cette partie du pays à la vigilance. Nous saluons de ces faits les soutiens témoignés par les députés de cette partie du pays à ces opérations. Ils l'ont demandé. Nous souhaitons qu'ils soient très près et solidaires de ces populations-là et que tous les Congolais se mobilisent pour que cette fois-ci, nous nous donnons la chance de mettre une fois un terme à cette situation de calvaire qui dure depuis une vingtaine d'années. On va prendre les questions pour aller dans les éclaircissements. Israël Moutala. Un terme à cette situation de calvaire qui dure depuis une vingtaine d'années. On va prendre les questions pour... Merci, Monsieur le ministre, pour la parole. Le président de la République a dit, et vous l'avez répété ici, qu'il était prêt à donner sa vie, justement, pour amener la paix et la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Merci, Monsieur le ministre. Est-ce que pour rechercher la paix, est-ce que vous entendez les autres voix qui s'élèvent, notamment celle des compatriotes, notamment celle de Denis Mukwege, qui estime que pour des gens, pour des armées qui ont pillé, qui ont fait des massacres dans notre pays, on ne peut pas entretenir une quelconque opération, quel que soit l'objectif que nous poursuivons. Est-ce que le devoir mémoriel du passé douloureux entre la RDC et la République et l'Ouganda, est-ce que vous vous en tenez compte? Qu'est-ce que vous répondez à ces à ces voix-là, qui ne sont pas... qui se font entendre comme celle de Denis Mukwege, qui a plus ou moins condamné cette coopération. De toute évidence, je l'ai dit lundi ici, nous savons tous que nous avons un passé difficile avec nos pays voisins, parce que les mécanismes que nous avons mis en place avec l'Ouganda, nous l'avons mis en place aussi avec le Rwanda, parce que notre sécurité à eux comme nous aujourd'hui dépend de la nature de notre collaboration. Nous n'oublions rien de notre passé. Nous n'oublions rien. Il y a des mécanismes qui ont été engagés. Mais parce qu'aujourd'hui, et eux et nous, nous faisons face à un ennemi commun, qui est terroriste, qui n'a pas de frontières, qui décime, à la fois en Ouganda et chez nous. Nous avons l'obligation d'agir ensemble, comme dans toutes les zones du monde où il y a les terrorismes. Les inquiétudes de nos compatriotes, nous les prenons en charge, nous l'avons dit ici, que nous savons que c'est une opération, que certains des compatriotes, pour des bonnes raisons, ont des doutes. Mais nous, le gouvernement, faites-nous confiance. Vous avez vu que depuis que notre gouvernement a été investi, la première décision la plus grave que nous avons prise, c'est d'instaurer l'état des sièges dans cette partie du pays. Ont des doutes. Mais au-delà de tout ce que cela peut représenter, mais ça nous donne aujourd'hui la possibilité au quotidien de suivre ce qui se passe à Béni. On a brisé l'omerta, parce que même parler, nous sommes à la RTL. Au-delà de tout ce que François Bola pourra témoigner, à Béni, elle a failli se faire lyncher, parce que les populations leur ont posé la question, mais où étiez-vous depuis tout ce temps? Nous sommes partis avec eux faire la couverture. Aujourd'hui, on a brisé l'omerta, sur que ce soit ce qui se passe à Béni ou à Bunia. Nous, comme gouvernement, le devoir de sécuriser la population nous revient. Il est un fait aujourd'hui, mondialement, même les pays les plus puissants du monde travaillent en coordination, en collaboration, pour mettre fin à une menace commune. Vous avez vu que nous avons fait le choix du développement économique de la région. Vous avez vu qu'avec l'Ouganda, nous avons amorcé des travaux de construction de 237 km de route qui permettra l'évacuation de nos produits, qui permettra à nos populations de cette partie du territoire de s'éclore économiquement. Il y a des choix à faire. Nous avons fait le choix d'avancer et ce choix, justement, de faire des opérations,
c'est pour amener la sécurité dans une partie qui en a trop besoin. Le docteur Mukwege, comme les autres compatriotes, ont besoin que ces pays soient en paix. Et pour que ces pays soient en paix, nous devons passer par cette étape. Et je crois qu'ici, nous demandons à tous ceux-là qui ont des inquiétudes, des appréhensions, nous les comprenons, mais qu'eux aussi fassent le choix de nous soutenir. Parce que le choix de nous soutenir aujourd'hui, c'est soutenir le pays. Quoi qu'on dise, c'est nous qui engageons le gouvernement. L'avenir de ces pays dépend des choix que nous faisons aujourd'hui. À tous ceux-là qui tiennent à l'avenir de ces pays, puisque pour le moment, ça dépend de nous. Ils ont le devoir moral de nous soutenir, par solidarité à ces populations qui meurent tous les jours dans cette partie du pays. Et ça dure 20 ans. Prochaine question, Pichu Mulumba. Merci, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Alors, mutualisation des efforts en termes des renseignements au départ. Et très vite, les forces ougandaises passent à l'action sur le sol congolais. Les communiqués de l'armée ougandaise sur les opérations assemblées balayent vos propos tenus ici lundi 29 novembre. Monsieur le ministre, le peuple estime que le porte-parole du gouvernement n'a pas dit la vérité. Comment vous réagissez? Une deuxième petite préoccupation, il y a ceux qui estiment que le gouvernement devait à tout prix requérir l'autorisation du Parlement avant d'engager les forces étrangères sur le sol congolais. L'avez-vous fait? Je reviens sur la deuxième préoccupation. Ici, c'est une recommandation du Parlement. Nous en avons parlé 1001 fois. Il y a eu des longues séances à la Commission Défense et Sécurité sur le sujet. Aujourd'hui, vous avez suivi des députés eux-mêmes s'exprimer. L'Assemblée est pleinement informée parce que c'est un rapport qui l'engage. Donc, aujourd'hui, pour nous, il ne faut pas aller dans les polémiques, il faut aller à l'essentiel. Et l'essentiel pour nous, c'est de nous donner toutes les chances pour que ces opérations réussissent. Alors, j'ai beaucoup lu des commentaires disant que nous avons menti. Ça fonctionne un peu comme ça, parce qu'on n'est pas toujours habitué à cette forme de transparence. Combien de fois il y a eu des opérations militaires dans ce pays? Mais combien de fois, interrogez-vous Pichu Mulumba, vous êtes journaliste, vous avez vu un ministre venir avec le porte-parole de l'armée et de la police pour en parler? Je crois qu'il faut donner les crédits là où il est dû. Nous faisons notre devoir, en toute responsabilité. Nous vous avons dit au 29 novembre ici qu'il n'y avait aucun militaire ougandais sur le sol congolais. Qui peut prouver le contraire? La vidéo qui a abondamment circulé est une vieille vidéo du 25 mai. Je défie quiconque à venir dire le contraire. Nous sommes venus, nous-mêmes aujourd'hui, vous dire, l'armée l'a dit hier, moi-même, je l'ai dit le matin. Vous savez, nous faisons de la communication, nous voulons être transparents, mais il faut savoir que nous parlons des opérations militaires. Des opérations militaires, et tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, les ennemis le suivent, y compris cette communication. Et donc, il est de notre devoir de tenir compte du fait que nous devons, nous, par notre communication, concourir à la réussite des opérations. Concourir à la réussite des opérations. Vous n'avez jamais vu une armée du monde venir vous dire que nous allons attaquer l'ennemi les 10, les 15 décembre. Jamais. Si vous avez vu les actions se faire hier, c'est parce que justement, les ennemis avaient appris qu'il y avait des opérations en cours de préparation. Et donc, que nous ayons dit le 29 qu'il n'y avait pas de troupes ou des militaires ougandais en RDC, et que le 30, ils soient là, nous l'avons dit nous-mêmes, ça veut dire que la situation a évolué, parce que nous avions déjà le plan. Lorsqu'on dit action concertée et ciblée, je l'ai dit la veille, j'ai prévenu que nous avions déjà le plan opérationnel. Les renseignements donnaient déjà les positions où ces réfugiés, tous ces terroristes. On monitore les mouvements. Ils commencent à bouger.
Ils veulent glisser vers l'Ituri. Qu'est-ce que nous faisons en ce moment-là? Et donc, Pichu Mulumba, on ne peut pas compter sur la bonne foi des personnes de mauvaise foi. Nous faisons notre travail dans la transparence. Nous disons, nous informons le peuple congolais parce que le peuple congolais a le droit de savoir ce que nous faisons du pouvoir qui nous a conféré. Mon général, est-ce un petit complément sur la question? Excellence, vous avez tout dit. Et nous devons dire à notre compatriote que la communication qui est faite autour des opérations militaires, elle est mesurée, elle est calculée. Parce que l'environnement militaire dans lequel se déroulent les opérations, c'est un environnement qui doit être à la fois sécurisé et protégé, tout simplement parce que les éléments, les militaires, qui sont engagés pour mener ces opérations-là de manière victorieuse, ont droit à la sécurité. N'oubliez jamais cela. Une planification militaire n'est pas un gâteau à partager à l'occasion d'un banquet. C'est un événement stratégique très important qui doit être entouré de beaucoup de secrets pour maximiser les succès, la réussite. Et donc, comme il vous a été dit le 29 qu'il n'y avait aucun soldat ougandais chez nous, croyez-nous, il n'y en avait pas. Mais maintenant, comme le disait le ministre hier, que la situation est évolutive, qu'en fonction de la menace, cette situation pouvait évoluer, et elle a évolué. Je vous avais parlé ce jour-là, le 29, de drones, des moyens techniques utilisés par l'armée pour recueillir les renseignements. Et ces renseignements nous avaient permis de localiser l'ennemi à un endroit précis qui s'appelait Kambi Yadjoua et d'autres. Mais la concentration la plus importante, c'était là. Et comme c'était à un endroit à la portée de notre armement, donc l'artillerie, nous l'avons fait. La conséquence, si on ne l'avait pas fait, c'était quoi? Que l'armée, l'ennemi allait se diluer, s'est déplacé de cet endroit où il était concentré, sûrement en train de planifier quelque chose contre la paix et la sécurité, pour aller à un autre endroit. Il fallait empêcher cela et rentabiliser la concentration des efforts de renseignement au profit de la paix et de la protection de nos populations. Excellence, je m'arrête là. Merci. Prochaine question, Christian Lusakweno, et puis ce sera Pero Luara. Et on passera à gauche. Bonsoir. Bonsoir. Alors ma première question, en quoi consiste la mutualisation des forces? Est-ce que les Ougandais vont venir avec du matériel militaire qu'armée congolaise et MONUSCO n'auraient pas? Ma deuxième question est la suivante. Elle sera plus pour le porte-parole de l'armée. Dans la pratique, qu'est-ce qui va se passer? Les militaires ougandais viennent chez nous pour les éventuelles opérations offensives sur le terrain, et nous allons chez eux. Comment cela va se passer dans la pratique, cette mutualisation des efforts sur le terrain? Merci. Je veux commencer, les générales vont me compléter. La mutualisation a commencé depuis de longs mois, parce que le porte-parole de la police pourra nous aider à rappeler qu'il existe des mécanismes dans le cadre de la CIRGL qui expliquent beaucoup de choses pour ce qui concerne la sécurité mutuelle du pays, premièrement. C'est pour ça que vous attendez des mécanismes de vérification conjoints. Chaque fois qu'il y a des problèmes aux frontières, il y a des mécanismes qui s'activent automatiquement. Avec l'Ouganda et les autres pays, nous avons mis en place un mécanisme bilatéral. Les mécanismes bilatéraux, c'est des mécanismes qui supposent des échanges essentiellement de renseignements. Dans le centre de commandement militaire opérationnel qu'il y a à Béni, il y a des officiers de renseignement ougandais qui y travaillent. Et dans les centres de renseignement qu'ils ont chez eux, je crois, à Pondoué, il y a des officiers qui y sont. Et donc, lorsque vous faites des renseignements, vous partagez les informations. Et vous avez noté que ces 3 derniers mois,
l'activisme de ZIF a pris de l'ampleur, surtout ici chez nous. Et puis il y a eu un attentat du côté de l'Ouganda. Il faut savoir qu'il y a eu déjà, du fait de ces mécanismes, des demandes qui ont été formulées par les présidents ougandais. Mais du côté de la République démocratique du Congo, il y avait des préalables parce que nous avions instauré l'état de siège, nous avons les dispositifs de la MONUSCO, nous devions être sûrs sur un certain nombre de choses, notamment en fonction de cette opinion publique-là. Mais au regard de la gravité de la menace, il est important aujourd'hui de mettre nos forces en commun. La MONUSCO, elle est là. Il y a un effort de coordination qui va se faire entre les forces armées de la République démocratique du Congo, l'armée ougandaise et la MONUSCO pour les bons déroulements de ces opérations des terrains. Et donc, vous avez posé des questions sur le matériel. Il y a des aspects qui relèvent de la confidentialité des opérations, mais les dispositions ont été prises pour que ces opérations puissent, en tout cas, décimer ou détruire les bivouacs bien identifiés, bien répertoriés de ces terroristes des ZIF. Merci, Excellence. Christian est en train de demander ce qu'on entend par mutualisation. Vous lui avez donné des éléments probants. Ce que je pourrais ajouter, c'est tout simplement que les services de renseignement de part et d'autre récoltent des renseignements, analysent la menace, échangent ces renseignements en fonction de l'éradication d'un ennemi commun. Nous avons un ennemi commun qui est l'ADF, qui tue en République démocratique du Congo, mais également dans son pays d'origine, l'Ouganda. Et tout ce que nous allons récolter comme renseignements, aussi bien par nous-mêmes, comme nous le faisons depuis longtemps, mais également par les forces ougandaises, nous les partageons. Et c'est en fonction de ce partage-là, d'ailleurs, que les frappes ont eu lieu. Des deux, vous demandez en pratique comment ça va se passer. Mais l'armée, les armées opèrent toujours de la même manière. Vous avez vu en Irak, vous avez vu contre Boko Haram, vous avez vu dans la zone sahélo-saharienne, vous voyez comment le G7 Sahel, le 5 Sahel est en train d'opérer. Les militaires se mettent ensemble pour qu'ils travaillent. Ils ont besoin d'un certain nombre de facteurs, d'éléments pour réussir leur mission. Ils le font, ce n'est pas ici les lieux de vous dire nous allons avoir besoin d'un bic et d'un papier pour écrire. Non. Chez les militaires, ils ont besoin d'un certain nombre de choses qu'ils doivent avoir en leur possession de manière à faire leur travail afin d'aboutir à l'objectif, ce qu'on appelle chez nous l'effet final recherché, qui est la paix dans la protection de la population. En ce qui concerne cet échange de renseignements ou ce partage de renseignements, Son Excellence vient de le dire, nous avons un centre de coordination des opérations à Béni. Dans ce centre-là, chez nous, nous avons quelques éléments de renseignement de l'armée ougandaise. De la même manière, à Pondoué, en Ouganda, il y a des éléments de renseignement, des officiers de renseignement de l'armée congolaise, les FARDC, qui sont là-bas, qui travaillent avec leurs collègues sur l'analyse, la récolte, les traitements et les échanges de manière à éviter et des suspicions, mais pour que nous soyons ensemble afin d'aller de l'avant. Voilà, il n'y a pas de secret là-dedans. Voilà, je voudrais rapidement que le porte-parole de la police nous rappelle le mécanisme prévu par la CIRGL dans le cadre justement de la sécurité et de la protection mutuelle du pays, avant de prendre la question de Claude Perrault-Loirin. Oui, Excellence, avant d'en arriver là, il existe une convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme que notre pays a ratifiée, qui demande à ce que lorsqu'il s'agit de la lutte de cette criminalité transnationale, que les pays qui sont visités ou qui sont victimes de cette menace terroriste puissent fédérer leurs efforts sur le plan de renseignement ainsi que le plan de force pour arriver, n'est-ce pas, à neutraliser l'ennemi commun qu'est le terroriste.
Ça, c'est la convention de l'OEA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme. Notre pays a ratifié cela. Le premier document de base. Le second, quand nous venons maintenant sur le plan régional, il s'agit, n'est-ce pas, du mécanisme conjoint de vérification dans le cadre de la CIRGEL. Il s'agit ici de pays de champs où se passent les hostilités et des autres pays de la région qui sont réunis dans ce cadre-là. Et il y a des experts militaires qui viennent vérifier exactement que des troupes voisines de part et d'autre n'auraient pas fait incursion de façon unilatérale sur le territoire des autres. Dernièrement, vous avez suivi avec l'histoire des M23, quand nous avons dit que nous avons été attaqués par M23 et que les ennemis venaient d'un pays voisin. Non seulement dans ce cadre-là, quand nous avions dit autrefois qu'il y a un pays voisin qui nous avait, dont les militaires se sont retrouvés sur notre sol, on a fait appel à ces experts qui sont venus et ils ont exactement retracé qu'il y avait des troupes étrangères chez nous, même s'ils avaient fait le retrait. Donc c'est dans ce cadre-là que ces accords existent. Alors, dans le cas précis, avec les amis de l'Ouganda, nous avons fait un accord en bilatéral, comme l'avait dit son Excellence ainsi que le général. Et c'est parce que nous avions une menace commune et un ennemi commun, appelé à neutraliser de par la source de la Convention de l'OEA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme qui nous habilite à les faire. Et la mutualisation de renseignements a fait que nous ayons partagé des renseignements de part et d'autre, et cela a poussé à ce que la plupart des collabos qui étaient de part et d'autre ont été neutralisés. Parce que les opérations des ADF se passent chez nous, en RDC, mais le recrutement, la logistique, c'est au-delà des frontières. Et donc, pour neutraliser tous ces collabos qui sont à l'intérieur, comme à l'extérieur des frontières, si nous n'avons pas partagé des renseignements, ce sera très difficile pour nous de mettre la main dessus. Voilà, Excellence, je crois qu'à ce stade-là, c'est la manière que nous pouvons facilement répondre à notre. On va prendre la question de Perrault Loira. Il y a beaucoup de questions et forçons-nous à être courts pour permettre d'en prendre le maximum. Merci beaucoup, Excellence. Excellence, permettez-moi de revenir et d'insister sur la question de Pichou Moulumba, parce que j'ai comme l'impression que la réponse qui a été donnée ne m'a pas totalement satisfait. Il vous souviendra que dans ce pays, une opération de cette nature a été menée à un moment donné. C'était l'opération Mojawetu, qui a d'ailleurs à son temps coûté son poste à Vital Kamerhe, qui estimait à l'époque qu'on ne pouvait pas permettre à une armée étrangère de rentrer chez nous sans autorisation de l'armée. Excellence, Monsieur le ministre, est-ce que vous avez reçu l'autorisation du Parlement? Est-ce que le Parlement a été saisi pour cette opération? Le Parlement vous a-t-il autorisé? Je voudrais savoir, Excellence, quels sont les objectifs principaux et quand est-ce que l'armée ougandaise va quitter chez nous? Vous échelonnez ces opérations dans une durée de combien de temps? Quand est-ce que les Ougandais partiront de chez nous? Une question peut-être au général Léon Kassonga. Mon général, 5 ou 6 mois après l'état de siège que beaucoup de Congolais ont soutenu, on a estimé que c'était un remède miracle, l'Ouganda vient chez nous. Est-ce la preuve de l'insuffisance ou plutôt de l'incapacité de notre armée à pouvoir gérer seule ces problèmes d'insécurité dans l'Est de la République? Comment vous expliquez que 5 mois après avoir lancé l'état de siège, que nous ayons aujourd'hui besoin de la présence des Ougandais pour lutter contre les ADF? Merci. Alors, je veux répondre spécialement à la fin. Je voudrais que le porte-parole de la police commence. Oui, merci beaucoup, Perrault. Il n'y a pas une procédure présentement en République démocratique du Congo qui édicte que lorsque nous voulons avoir un appui de forces étrangères pour venir chez nous, qu'il y ait l'autorisation préalable du Parlement. Je vous mets à défi de me montrer cet article-là dans quelle législation. Tu ne prouveras pas. Parce que moi-même, j'ai fait toute la nuit pour chercher, je n'ai pas trouvé. C'était de la sensation à l'époque. Mais qu'est-ce qui est demandé? C'est que le président
informe les membres du bureau du Sénat et de l'Assemblée nationale. Avez-vous posé la question au président de l'Assemblée et du Sénat qui n'ont pas été informés? Et pour le cas d'espèce, ce sont eux qui ont demandé. Ils ont fait la recommandation. Et comment vous ne voulez pas accepter qu'ils ont fait la recommandation? Ils disent, vous voulez que nous soyons informés? Nous vous demandons nous-mêmes d'aller auprès pour la mutualisation des forces. Et vous avez entendu le président de la commission de défense le dire. Et vous voulez maintenant poser la question de l'autorisation. Oubliez ce débat-là. Excellent, je reviens à vous. Voilà. Mon général. Oui, Perrault, merci pour la question. Il y a des réalités que nous devons partager ensemble et maîtriser quand nous voulons aborder des questions purement militaires, qui sont des questions hautement sensibles et stratégiques. 1. L'objectif à conquérir, on ne peut pas vous le dire. 2. Le mouvement de troupes pour aller vers cet objectif à conquérir, on ne peut pas vous le dire. 3. La durée de l'opération, on ne peut pas vous la fixer, tout simplement parce que je peux vous dire, je vais faire cette opération en 2 jours, et dans 2 jours, je n'ai pas fini, vous me direz, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme ils l'ont dit tout à l'heure, qu'on est venu nous mentir. Non. Il y a tellement de données variables, il y a tellement de, comment dirais-je, de changement ou évolution de la situation sur le terrain, au point qu'on ne peut pas dire, j'aurais fini cette guerre en 2 jours. Par exemple, la guerre du Shabbat, parlons-en. À l'époque, le général Singa, Boyenge Moussamba avait dit au maréchal, à l'époque, donnez-moi autant d'armes, autant de munitions, autant d'eux, je vais aller dans le Shabbat à l'époque pour faire cette guerre et la terminer. Vous savez ce qui s'était passé. Et ici, on s'en tient au principe des sacro-saints secrets défense, c'est notamment à cause de la vulnérabilité des militaires sur le terrain quand on dit comment ça va se passer, comment ils vont évoluer, de quel point ils vont partir pour aboutir à tel autre, afin de conquérir quel objectif. Mais au-delà de ça, nous devons travailler pour ramener la paix, protéger nos populations et rétablir l'autorité de l'État. Ça, c'est l'objectif final ou l'effet final recherché. De quelle manière nous allons le faire? Nous avons l'obligation, dans le cadre de la redevabilité, de vous dire, nous allons opérer, laissez-nous faire le travail, mais nous vous dirons, à échéance, nous vous dirons, nous avons déjà fait ceci par rapport aux objectifs que nous nous sommes fixés. Maintenant, vous posez ici la question, vous dites 6 mois après, 6 mois d'état de siège, est-ce que vous ne trouvez pas que les FARDC sont peut-être incapables de devoir arriver à en finir avec l'insécurité? Nous. Je pense que généralement notre ministre revient sur la question, il dit toujours que c'est une situation exceptionnelle, l'état des sièges, mais nous venons de loin. Nous avons mené la guerre contre les forces négatives voici une vingtaine d'années. Nous faisons tous l'histoire, c'est plus une vingtaine d'années. N'oublions pas, ces gens sont venus chez nous à une époque, et ces gens se sont mariés. Ils ont aussi leurs filles qui ont été mariées, épousées par les Congolais. Il y a une sorte de nébuleuse difficile à contrôler, mais nous sommes en train d'y aller par étapes, de manière à aboutir à l'identification complète, à la neutralisation des radicaux qui sont venus amener la mort chez nous. Maintenant, vous dites 6 mois après, est-ce que nous sommes incapables? Nullement, nous ne sommes pas incapables. Le jour où le 29, quand on était ici, et même bien avant, quand on était venu ici à lancer l'opération Bendele et Koyate, j'avais dit, je soutiens toujours cela, que quand on a commencé les opérations à Beni dans le Grand Nord, l'ADF contrôlait près de 750 km. Aujourd'hui, l'ADF ne contrôle même pas 5 km. Je peux citer des villages. La plupart des gens, quand je me mets à citer ici, rigolent parce qu'ils voient comment je cite ces villages, je les connais par cœur pour y avoir travaillé. Aujourd'hui, ces gens n'ont pas un front fixe
un endroit précis où l'on peut aller les taper, les contraindre, les fixer et les détruire. Ils sont très mobiles, très mouvants, parce que incapables de pouvoir résister aux capacités professionnelles de votre armée. Alors, ils bougent beaucoup, ils cherchent des endroits faiblement tenus, ou en tout cas là où il n'y a pas, parce qu'on ne peut pas mettre un militaire sous chaque kilomètre, ou derrière chaque citoyen, à Béni, et n'importe où. Alors, ils cherchent des endroits comme ça pour aller se signaler et montrer qu'ils sont capables de représailles. Nous sommes ici ensemble. Est-ce que nous pouvons parler des agglomérations qui sont totalement menacées par l'ennemi de la paix? Je ne pense pas. Prenons le cas de Béni. Combien de fois, depuis, on a tué des gens dans Béni? Il n'y en a pas. Et quand vous allez au-delà du territoire, donc dans le parc de Virunga, dans la forêt, vous trouvez des gens qui ont été tués. Mais ces gens sont tués parce qu'ils sont sortis du dispositif sécurisé. Ils doivent aller dans leurs champs, très souvent des champs situés dans le parc. Et comme ce n'est pas sécurisé le parc, parce que ces gens, ils sont nés là-dedans, plus d'une vingtaine d'années, ils ont grandi dedans, ils savent par où passer, ils tuent. Nous ne sommes pas incapables, je voudrais revenir à votre question, nous ne sommes pas incapables de neutraliser cette menace. Mais nous avons besoin de concours de tout le monde pour nous aider à identifier, localiser et neutraliser. Parce que, quoi qu'il arrive, dans tous les pays du monde entier, quand l'armée n'a pas le soutien de la population à son action, c'est-à-dire en termes de dénonciation, elle ne peut pas gagner. Et ce qui se passe là-bas, j'ai vanté, par exemple, le mérite de la presse à Béni après 2014, 2016, 2019, quand nous avons conquis tous les bastions de l'ADF. J'ai vanté le mérite de la presse qui nous a aidés, partenaires. J'ai vanté le mérite de la jeunesse. J'ai vanté le mérite de la population qui a compris pour une fois qu'il fallait être avec nous. Mais ces gens, quand ils nous ont frappés dans les grands nord, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la route de l'Ituri. Là-bas où la population était en paix, n'avait aucun problème de sécurité. Ils sont passés par Tchabi, ils sont montés. En allant là-bas, ils ont créé des îlots d'insécurité, à partir desquels ils font des expéditions punitives pour aller tuer des gens dans des endroits, comme je le dis, faiblement tenus. Mais la réorganisation actuelle, sans tenir compte de l'apport des partenaires auxquels vous faites allusion, la réorganisation actuelle de nos unités, les déploiements des unités spécialisées. Nous avons parlé des bataillons de fusiliers marins, nous avons parlé de la brigade canine, nous avons parlé de l'unité de combat en jungle. C'est pour celle-là, vous savez, quand elle va sur le terrain, comme elle l'avait fait à Béni, elle est en train de le faire en Ituri. Nous sommes convaincus que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce sont les derniers soubresauts d'un ennemi aux abois. Il est aux abois, pourquoi? Parce qu'il ne peut pas nous affronter. Il cherche les parents, les mamans qui vont au champ, ou une position faiblement tenue par l'armée, et ils vont se distinguer là-bas pour montrer qu'ils existent et qu'ils doivent continuer à pérenniser la terreur. Voilà. Si je peux me permettre un petit commentaire sur la question des députés, il faut qu'on se mette à l'évidence, cher Perron. Aujourd'hui, l'impératif les plus importants pour les populations, je suis en train j'ai reçu une dépêche de Radio Okapi qui dit que la société civile de Ouatalinga soutient la décision qui a été prise. Si vous parlez aux élus locaux, ils vont vous dire, il faut aller sur place. Je suis sûr que vous y êtes déjà allé, si pas encore, je vous prendrai dans les voyages de presse pour parler à ces populations. Pour aller, nous étions avec le Premier ministre à Béni, pour voir les épouses de nos militaires. Ça vous donnera une idée de la gravité de la situation pour laquelle il ne faut aucune polémique politicienne, d'aucune nature.
Parce que pour les impératifs de paix, nous tous, nous sommes tenus de travailler. Et d'ailleurs, bientôt, ce sera la fin de la session, normalement le 15. Il est prévu un discours sur l'état de la nation comme des traditions. Le président de la République aura l'occasion de dire ce qu'il en est. Alors, pour ce qui concerne l'état de siège et les capacités de notre armée, on n'en a qu'une seule. Et moi, nous avions lancé la campagne Bendele Koyate justement parce que nous pensons qu'aucune armée ne peut gagner une guerre si elle n'a pas sa population avec elle. Et d'ailleurs, je crois que nous devons reprendre davantage, et je compte sur vous, professionnels des médias. Évidemment que l'armée doit faire un effort à son niveau, au sens de la communication, parce que c'est peut-être parce qu'on ne le montre pas, mais la route de commande à Luna, en Ituri, la RN27, qui est-ce qui la répare? Qui est-ce qui l'entretient? C'est les génies militaires. Et donc je crois que nous devons faire un effort collectif, que ce soit les militaires, les policiers et nous, peuple, de nous mettre ensemble et de nous dire que ce qui se passe à l'Est ne peut cesser que si nous tous, nous nous mobilisons au-delà de nos couleurs politiques. Alors on va prendre la prochaine question, ce sera à Gino Rehema, Laurette Mandala, Rachel Kitita. Et puis on prendra les 3 dernières pour terminer. Une question, s'il vous plaît. Oui. Merci, Monsieur le ministre. Ma question s'adresse au général. Pour cette première mutualisation de forces, pour des actions ciblées, concertées, êtes-vous satisfait de cette première opération menée sur terrain? Quel est le bilan après avoir exploité, pour emprunter un peu les termes que vous avez vous-même utilisés? Merci, madame. La satisfaction d'un homme, d'un stratège militaire résulte de l'appréciation et de la longueur de l'opération planifiée. Nous commençons à peine et nous nous disons satisfaits. À ce moment-là, je n'aurais pas été à l'école de guerre. Je n'aurais pas été à l'école militaire, je n'aurais pas été à l'école de stratégie. Ma satisfaction, en tout cas pas la mienne, mais celle de l'armée, ce serait au terme des opérations et on aura fait des évaluations pour voir ça commençait tel jour, après autant de temps, où on en est, quels sont les résultats auxquels on est parvenu par rapport aux objectifs militaires qui avaient été fixés. Donc je ne peux pas aujourd'hui venir me présenter devant vous pour dire j'ai la satisfaction ou bien les forces armées sont satisfaits. Mais la satisfaction, c'est le fait d'avoir commencé. Parce que nous devons dire à notre peuple, nous avons commencé pour qu'à terme, on puisse aboutir à la paix. Voilà. Maintenant, vous demandez le bilan. Mais évidemment, ça va de soi. Nous avons commencé. Nous ne sommes pas encore satisfaits parce que nous venons de commencer. J'avais, dans le communiqué signé et publié par les forces armées, hier, promis que le bilan de cette opération sera rendu public dans les temps qui viennent. Prenez le mal en patience. Nous exploitons nos capacités sur les théâtres. Nous sommes en train de mener des opérations en profondeur pour nettoyer, pour exploiter. Et quand nous aurons fini cet aspect-là des choses, nous viendrons vers vous, dans le cadre de la redevabilité, vous dire, votre armée, vous l'avez envoyée sur le terrain, elle a fait telle chose, voici ce qu'elle a récolté, nous reviendrons vers vous. Merci, madame. Voilà, on va prendre Laurette Mandala. Sur la question de Péréo-Louara, je devais rajouter une expérience qu'on a connue dans ce pays quand on devait combattre la Lord Resistance Army de LRA de Joseph Kony. Nous avions mutualisé nos efforts avec, je crois, les armées ougandaises et centrafricaines et l'opération a été couronnée par un succès. À Dungu, il n'y a plus de LRA. Et donc, je crois qu'il faut qu'on s'accorde tous le bénéfice du doute et donner la chance à ces opérations pour qu'elles aboutissent. Madame Mandala, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, des petites questions pour compléter une question de Gino et de Perron. J'aimerais savoir, parce que vous avez dit tantôt, monsieur le porte-parole militaire, que vous êtes allés ensemble
avec l'armée ougandaise pour nettoyer, donc après les frappes aériennes, j'aimerais savoir combien d'éléments des forces ougandaises sont sur le sol congolais. Et Pérou a... Nous étions avec Madame Laurette Mandala. Est-ce que vous pouvez poursuivre avec vos questions, s'il vous plaît? Je disais tantôt, monsieur le porte-parole militaire, vous avez dit que vous êtes allés ensemble avec l'armée ougandaise et notre armée pour nettoyer et éradiquer les ADF après les frappes aériennes. Ma question est de savoir combien d'éléments des forces ougandaises sont sur le sol congolais et combien de temps vont-ils rester sur le sol congolais. Et j'aimerais aussi savoir par rapport à ces frappes aériennes-là, quel a été le sort de la population civile. Monsieur le ministre, les populations civiles du Nord, Kivu et de l'Ituri sont sceptiques par rapport à l'entrée des forces étrangères sur le sol congolais. Pourquoi? C'est à cause... ce que je viens de lire, madame, quand on lit le président de la société civile de Ouattara. Allez-y, voilà. Allez-y. C'est à cause de dérives que commettent les forces étrangères sur le sol congolais. Là, je parle de l'exploitation minière et des exactions de populations civiles. Quels sont les mécanismes que vous avez mis en place pour que cette fois-ci, ces dérives n'atteignent pas la population civile? Je crois que c'était une inquiétude. C'est des questions qui ont été abordées et que les dispositions ont été prises. Nous faisons une opération ciblée dans une zone bien circonscrite parce que les ADF, même s'ils sont mouvants, on sait plus ou moins dans quelle zone ils sont. Je crois qu'il y a des inquiétudes, certaines qui sont fondées, certaines les sont moins. Parce qu'ici, les scepticismes de certains peut se justifier du fait du passé. Mais je vous ai dit tout à l'heure que les relations entre États évoluent. Et l'impératif de la sécurité aujourd'hui est un impératif commun. Parce que autant on tue chez nous, autant on tue chez eux, autant demain, on peut tuer encore chez d'autres. Parce que c'est comme ça qu'opèrent les groupes terroristes. Et donc, je crois que les responsables de notre armée avaient pris toutes les précautions dans le cadre du mécanisme mis en place pour que toutes ces choses que vous dites puissent être évitées. Et je pense aussi qu'il faudrait, nous, essayer de voir les choses autrement. Mettez-vous à la place du gouvernement. Tous les jours, vous recevez des images des femmes décapitées. Tous les jours. Qu'est-ce que vous faites? Parce que la vérité est celle-là. Les terroristes, quand ils se déplacent, ils tuent à la moindre occasion. Comment vous faites lorsque vous êtes aux responsabilités? Vous assumez vos responsabilités. Et c'est ce que nous avons fait. Mon général, en 2-3 minutes, parce que nous devons clôturer l'exercice de ce jour. Merci, Excellence. Madame a demandé combien de militaires ougandais sont avec nous, et puis quel est le sort de la société. Je crois avoir été clair ici, j'ai dit, ces gens opèrent dans la forêt. Est-ce qu'il y a des populations congolaises qui habitent la forêt? Vous connaissez la réponse. Des deux. Combien de militaires sont entrés, ougandais sont entrés chez nous? Madame, je vous ai dit au départ ici qu'il y a des facteurs qui sont secrets défense, qui ne peuvent pas être communiqués à tout le monde. Ce n'est pas comme je l'avais dit au départ, un gâteau à publier, à se partager à l'occasion d'un banquet. Non. C'est des choses qui sont gérées par des militaires. Laissez les militaires gérer entre eux les faits militaires. La durée des opérations, il y a une question qui... Nous en prendrons des dispositions. On va poursuivre, on en était aux réponses du général aux questions de Madame Laurette Mandala. Il vous restait de conclure pour nous permettre de conclure le programme de ce soir. Très brièvement, je dis à Madame, l'effectif militaire, tout comme l'objectif à conquérir, les moyens à utiliser, c'est des secrets défense qui ne peuvent pas être communiqués à tout le monde. Je suis désolé, mais en ce qui concerne le sort de la population, nous avons bombardé des bivouacs ennemis situés dans la forêt. Merci. Voilà, donc je dois rappeler à la question de Madame Laurette Mandala que les armées opèrent dans le respect des règles professionnelles et conventionnelles d'engagement. Je vous en parle parce que je suis auditeur du Collège de hautes études de stratégie et de défense. Nous avons appris ce que sont les règles d'engagement. On va terminer avec 2 questions rapides. On va prendre
celle de Pius Roland, Clément Mwamba et Madame Rachel Kitita. Vous la poserez en lingala. Fabrice, passez votre question à Madame Rachel. Vous la poserez en lingala. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Excellence, je voudrais être plus direct. L'armée ougandaise et l'armée rwandaise sont venus chez nous, dans la Tchopo, où ils ont massacré les Congolais. Et la justice internationale avait condamné la République de l'Ouganda de nous payer 10 milliards de dollars. Est-ce que cette opération ne va-t-elle pas couvrir cet argent que l'Ouganda nous doit? Moi, j'ai foi à nos forces armées de la République démocratique du Congo. Si votre gouvernement aurait fait pression à l'Ouganda d'avoir cet argent et doter nos forces armées de la République démocratique du Congo des équipements, je suis sûr et certain que les ADF n'existeront pas dans cette partie. Alors je me pose la question, quand est-ce que le gouvernement de la République démocratique du Congo va nous chercher nos 10 milliards pour équiper nos forces armées de la République démocratique du Congo, plutôt d'amener une armée qui a un précédent fâcheux avec les habitants de la Tchopo? Je vous remercie. Monsieur Pius Roland, je crois qu'il ne faut pas qu'on fasse des raccourcis dangereux. Ici, l'impératif de la sécurité, ce n'est pas seulement notre sécurité, c'est la leur aussi. Je l'ai dit tout à l'heure, les mécanismes judiciaires suivent son cours. Je crois que le moment venu, il y aura des rappels. Je reposerai la question à la ministre de la Justice pour qu'il me dise où est-ce qu'on en est. Mais il ne faut pas faire le raccordement conditionnant la force, l'équipement de nos forces armées par les paiements de ces dommages à intérêt. Ici, il faut dissocier les deux. Et d'ailleurs, même si nous avions l'armée la plus puissante du monde, du fait que les ADF viennent de l'Ouganda, l'Ouganda sera impliqué d'une manière ou d'une autre. Ici, ce n'est pas forcément une question de puissance, mais c'est aussi une question de partage et d'échange, parce que la nature des terroristes, c'est s'effondrer dans la population, c'est de circuler sans frontières. Quand vous évoquez, vous avez vu les images de la première dame lorsqu'elle était à Kisangani, aller se recueillir. Nous n'oublions pas ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas parce que nous n'oublions pas le passé que nous ne pouvons pas regarder l'avenir ensemble. C'est aussi signe de grandeur. Nous disons, supposons qu'ils payent les dommages à intérêt demain. Cette question, vous ne la poserez plus. Aujourd'hui, nous, comme pays, nous avons fait le choix d'avancer sans oublier. Et donc, je crois qu'il faut que cela soit bien clair. Et que les opérations en cours, c'est des opérations que nous menons parce qu'il y a un besoin de sécurité commune, à la fois pour le Congolais, mais aussi pour les Ougandais. Alors, on va prendre la question de Clément Mwamba. Merci, monsieur le ministre, pour la parole. Ma préoccupation est celle de savoir, c'est toujours en rapport avec les troupes ougandaises, ces militaires, ont-ils quelles limites aux libertés de circulation sur notre territoire? Non, je crois que, je l'ai dit tout à l'heure, les opérations ont été planifiées et préparées par les deux armées en fonction de la localisation de l'ennemi. Je crois que les choses se passeront dans ces cadres-là. Parce que vous avez suivi le général répondant à la question de Mme Laurette, dire que les zones qui ont été touchées hier, c'est des zones qui ne sont pas habitées. On n'a pas parlé des noms de localités. On a parlé d'un nom de code donné par l'armée par rapport au positionnement donné par les satellites et le drone sur les mouvements de groupes de ces terroristes. Donc il faut que les choses soient bien claires, parce que les terroristes, là où ils sont attaqués, c'est dans leur sanctuaire. Mais ils ont des réseaux, ils ont des bases où ils se cachent, et ils ont des supplétifs qui opèrent de part et d'autre et qui commettent des attentats. Et donc ici, l'objectif, c'est de toucher ce qui leur sert de base arrière et le poursuivre. Mais ceci dit, lorsque vous combattez les terroristes, parce que vous pouvez voir quelqu'un sur la route qui est terroriste, mais qui n'a pas de tenue, qui n'a rien. Et donc, on touche au bivouac où ils se réfugient, mais ils sont doctrinaires, ils sont idéologiques. Ça veut dire qu'ils ont passé des messages. Peut-être qu'il y en a qui sont disséminés dans le pays. Comment les saurions-nous? C'est comme ça qu'ils opèrent, les terroristes. Mais ici, il faut être sûr et confiant derrière notre armée qui a défini les plans et les périmètres et les déroulements de ces opérations.
Alors, Madame Rachel et Monsieur Fabrice, en une minute, et on termine pour le journal. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour la parole. J'ai entendu que vous m'avez demandé de poser la question en lingala. J'aurais pu le faire aussi dans les 4 langues nationales. Mais bon. On vous aurait répondu. Mais voilà. On fait une économie de temps. Exactement. Monsieur le ministre, Tolobi Boy, Ougandais ye awa kosali sabiso, mais tolandi pe na bilili que député opposition Ouganda sepeli na idée wana te que militaire na bango awa. Bino en tant que molobeli ya gouvernement maloba nao ezaboni na position wana ya opposition ya Ouganda. Ya mibale babengi moto lokuta tolo bango. Balobi okoti na école. Ça veut dire que kosi mingi. Tango yo kibongo kolobi na peuple ni na lingala bao ba comprendre yo bien que ministre Abouki Lokutate. Yasuka, c'est une dernière question que je pose au porte-parole du gouvernement de l'armée plutôt. Mon général, je vous ai entendu dire que l'ennemi est aux abois. Est-ce qu'à travers cette phrase, on doit comprendre que nous nous cheminons petit à petit vers le but et que dans quelques mois, on pourra lever l'état de siège? Namotuna nawe ya liboso mama Rachel, nga namoni makambo yo lobito lobi etali bandeko na biso ya Uganda. Na ebité politique interne na bango soki ezaka ndenge oyo biso toyebi botala na bilili président Museveni banda kala azalaki kosenga biso tosala baopération ensemble po tosilisa menace ba ADF bazalaka ADF na lu bango nyonso ba Uganda lelo batikalaka ba ADF ekoma neti cancer et ses métastases apoza ba compatriote oyo ya bango normalement ba oyo bakokangama. Il faut bazonga kuna bazala juger kuna. Yami bale bolobi patrimu ya Abouki Lokuta. Na seki mingi mama. Au depuis biso to kota na gouvernement. To banda kosala musala o. Est-ce qu'un attend wakala? Bozaye komona molobeli ya gouvernement ena molobeli ya police na armée. Pona ko banda ko expliquer ko limbole la bino musala o salama. Siko to kokosa poto zwanini. Intérêt na biso ezanini. Il faut omoni badongolo miso baza mingi batoyo baza na bakoin bazo sambela ke Kongo etelema te bango nde basalaka makambo wana kokundola ba image akala koya boye siko tokokosa pona nini po depuis to banda na yebisaka bino ke biso to pona choix ya transparence tozana eloko kobomba te okobomba nde nini ba soda ugandais bakoti par la frontière normale la moi nani akopekisa mutu a filmer. Est-ce qu'il y a des réseaux sociaux les lots? Tous en a besoin de ça? Pas du tout. Il y a les beaux tous qui le 29 novembre. Ah ouais. Mais il y a des soldats ougandais bazali awate. Les 30 na Tongo. Na ebisi bino ke ba soda na biso na ba soda Ouganda ba bandi ba action to bengi opération action ciblée et concertée. Pour nini? Parce que ennemi ya ADF bayoka ki sango ke tozo bongisa ba mapinga na biso poto attaquer bango bakoma ki ko bongama bakima ba place o bazaki bakende place mususu balongwa côté ya Nord Kivu bakende côté ya Ituri siko na moment wana il fallait to sala nini est-ce qu'il fallait tozonga to bisi bino non tozo lancer ba opération lobby mardi ou mercredi mais ndenge tozo lo baboye ba ADF balandaka bangaki bazwa ba disposition peuple congolais il faut bayeba que biso to pona na bokambi ya président Félix Antoine Tshisekedi vérité ndenge to sali choix oyo eza choix risqué pona biso soki makambo tamboli malamu te nani akozala responsable donc lelo batu il faut bazala na moté menacé batu basala biso confiance que biso toye tolobi tozo mema changement de narratif na changement de narratif toza na besoin kokosa te to komema lokuta te toza na besoin ya ko manipuler peuple na biso te pona suka filme peuple ndazaka na liloba suka donc lelo nous comprenons que ba oyo baza opposé ba recourir na ba stratégie wana mais eza nango mupepe ekoleka
lelo toye toyebisi bino ndenge ezali pe lobi tokozonga tokoyebisa bino pe place oyo tokomi soki kokoso ezali tokoloba na bino mais awa il faut bacongolais ya Kinshasa ya Bandundu ya Équateur bato nyonso oyo baza na Congo basangana na nsima gouvernement na nsima ya armée po tozongisa kimia na Beni tozongisa kimia na Bunia bandeko na biso batika kokufa pona musala ba terroriste bauta mboka bapaya. Voilà. Vous avez 45 secondes pour répondre et on va... Oui, Excellence, elle m'a parlé de mon affirmation que l'ennemi était aux abois. Ensuite, elle a demandé si à cause de cela ou grâce à cela, on peut lever l'état de siège. Madame, la réponse est simple. Le chef de l'État, commandant suprême, intervenant à New York, je crois à l'Assemblée des Nations Unies, avait bien dit que l'état de siège résistera tant que les circonstances qui ont engendré, qui ont nécessité et soient décrétées, ces circonstances-là, que ces circonstances-là subsisteront. Donc, nous allons continuer jusqu'à la fin parce que la décision, je le veux, du chef de l'État, c'est un ordre que l'armée transforme en ordre militaire à exécuter jusqu'à la fin. J'ai dit que, et je soutiens, que l'ennemi est aux abois parce que, il ne nous affronte pas. Il est en train de chercher des points faibles, la population, pour tuer et se signaler. Mais que l'ennemi s'organise pour nous affronter physiquement comme ça, on ne lui donnerait pas un mois, madame. Donc on est en train de le traquer, on va y aller jusqu'au bout. Merci. Voilà, nous allons terminer ces briefings tout en vous remerciant du travail de l'accompagnement que vous faites. C'est grâce notamment à votre couverture de nos activités que nous apportons la bonne information. Nous souhaitons que vous puissiez continuer et dans les jours qui viennent, nous allons vous transmettre les adresses sur les réseaux sociaux de nos forces armées pour que vous aussi, vous puissiez vous en servir comme source d'information. Pour le reste, vous pouvez compter sur notre détermination à ramener la paix et à apporter la solidarité et les soutiens qu'il faut à nos populations meurtries de ces parties du pays. Nous vous remercions. Info 243 au cœur de l'actualité.